d'actualité et nous mettons nos projecteurs ce soir sur le nouveau gouvernement avec une fenêtre sur les priorités et les défis. Vous le savez, les choses sont allées vite et même très vite le jeudi 21 novembre 2024. 2 décrets présidentiels en une journée, le premier nommant Abdoulaye Maïga comme Premier ministre et le deuxième est relatif à la liste nominative du nouveau gouvernement. 28 membres, dont 5 femmes. L'on note l'entrée de 7 nouveaux ministres. 21 maintiennent leur poste. Quelques réagissements. Le Premier ministre a également en charge le département de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes a un rajout, notamment le soutien au processus électoral. Pour le moment, pas de porte-parole pour le gouvernement désigné. À quoi doit s'atteler le nouveau gouvernement? Quelles doivent être les urgences ou priorités? Quels sont les défis? Quels sont les grands chantiers ou programmes pour le Mali? Pour la réponse, nous avons fait appel à des analystes. Il s'agit de Mme Naha Magasuba, administratrice des arts et de la culture, femme leader, présidente du mouvement populaire pour la cohésion sociale. Bonsoir, Mme Magasuba. Bonsoir, Sira. De Dr Souleymane Keita, spécialiste en philosophie politique, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages. Bonsoir, Dr Keita. Bonsoir, Sira. Et de Soumaïla Allah, il est universitaire et chercheur, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Bonsoir, monsieur La. Bonsoir, Sira. Merci pour l'invitation. Merci, le plaisir est partagé. Bienvenue sur ce plateau. Pas de grands changements pour le nouveau gouvernement. Je l'ai dit tantôt, 21 ministres qui gardent leur poste, 7 nouveaux rejoignent l'équipe gouvernementale, dont 5 femmes. Alors, quelques réajustements. Monsieur là, je vais commencer par vous. Quelle lecture faites-vous de l'ossature du nouveau gouvernement, Abdoulaye Maïga? Bon, je pense que j'ai 2-3 lectures. La première lecture, c'est que dans la composition, même en tant que telle, du gouvernement, en termes de nombre, il n'y a pas eu de grands changements. C'est pratiquement le même nombre qui a été reconduit, -1, parce que le Premier ministre cumule à la fois le poste de Premier ministre et de ministre de l'administration territoriale. Et l'autre changement que j'entrevois, c'est l'ajout au ministère chargé des réformes institutionnelles de l'appellation soutien au processus électoral, ce qui, quelque part, est une annonce du fait que le gouvernement, en 2025, entend faire des élections une priorité. Et en cela, c'est une très très bonne chose. Il y a 7 sortants dans l'architecture actuelle et il y a 7 nouveaux entrants, ce qui me fait dire que ce qui a été fait du gouvernement Choguel Kokala Maïga à aujourd'hui sera une continuité. Le gouvernement va s'inscrire dans cette continuité parce que les postes clés sont détenus par les titulaires des mêmes postes sous le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Donc à ce niveau, il n'y a pas de grands changements, notamment tout ce qui est ministère régalien. Donc en cela, le président entend asseoir une certaine stabilité au sein du gouvernement. Et cela, quelque part, n'est pas forcément mauvais. Donc c'est en quelque sorte la continuité dans l'action. Et vous voyez derrière ce non-grand changement des messages. Oui, beaucoup de messages. Le premier message, c'est la volonté déjà du président à travers la nomination du Premier ministre d'avoir une mainmise sur la politique gouvernementale, donner une orientation à ce gouvernement qui est, on va dire, un gouvernement de mission qui est essentiellement composé de techniciens, à une exception près, le ministre de l'élevage, si je ne me trompe pas. Les autres membres sont des techniciens purs et durs qui, pour la plupart, ont été, dans un premier temps, conseillers du président de la transition pendant un moment, donc ils connaissent les dossiers de leur département. C'est quelque chose qui manquait. Et en cela, on peut dire qu'il y a une détermination à aller vers un gouvernement qui sera dans la construction. Il faut s'attendre à un gouvernement de résultats maintenant. Un gouvernement de résultats. Docteur Keita, il a dit, moins de politique avec plus de technocrates. Cela sous-entend
on s'attend à plus de résultats. Quelle lecture vous en faites? Est-ce que selon vous, il y a un message ou bien des messages particuliers derrière ces nominations? Merci. Peut-être le premier message, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement a été constitué, parce que je crois que de 92 à aujourd'hui, c'est l'une des rares fois où on n'a pas besoin de consulter des partis politiques, de consulter des individus pour qu'un gouvernement soit mis sur pied. Aussitôt le Premier ministre installé, il a vite fait d'installer aussi son gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps à perdre. Et d'ailleurs, le Mali n'a pas de temps à perdre. Je crois que c'est le premier message à retenir. Qu'il y ait beaucoup de technocrates et moins de politiques, de mon point de vue, que ceux qui ont les rênes du pouvoir veulent parler désormais à la première personne du singulier. C'est-à-dire, c'est le moment de s'affirmer. On ne peut plus faire porter le chapeau ou aux querelles politiques ou à des calculs électoralistes. Maintenant, c'est nous qui avons le pouvoir et c'est effectivement nous. Là, parler tout de suite des postes régaliens, ça c'est... Un technocrate a plus de comptes à rendre qu'un politique, à votre avis? Un technocrate a moins d'égards, a moins de calculs à faire qu'un politique. Parce que quand un politique agit, d'abord quand il a le poste, le poste est donné au parti. Et il a des comptes à rendre au parti. Vous voyez, les derniers meetings, ceux qui sortaient, c'était des comptes rendus faits au parti, au regroupement. Alors qu'un technocrate, il n'a pas de base politique. Donc il n'a pas d'assise politique, il n'a pas de compte à rendre à ce niveau-là. Il n'a pas de maintien à faire. Il n'a pas de maintien à faire. Ce qui compte, c'est le résultat pour les technocrates. Maintenant, je voudrais intervenir sur les postes régaliens qui se trouvent entre les mains des titulaires d'alors. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec ce que l'a dit, c'est la continuité de l'action gouvernementale depuis le début de la transition. On estime qu'il y a quelques résultats, il faut les pérenniser, parce qu'un changement de gouvernement inquiète toujours. Ceux qui viennent, les nouveaux qui viennent, ont besoin d'une période de grâce pour s'acclimater au poste, pour prendre attache avec les dossiers brûlants. Alors que là, ceux qui sont nommés, ils étaient déjà au cœur de l'affaire. Donc, ils n'auront pas besoin de période de grâce. Et ceux qui sont nommés vont mettre au pas les nouveaux, à votre avis? Mais les nouveaux, ils ne sont pas si nouveaux que ça, pour beaucoup. Parce que certains étaient quand même dans les arcanes du pouvoir. Donc, ils ne sont pas si nouveaux, si étrangers. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'auront pas besoin de période de grâce. Et on ne leur accordera pas de période de grâce. Aussitôt nommés, aussitôt ils sont dans l'action. Et vous voyez quelle assurance dans cette continuité de l'action gouvernementale? Vous savez, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. Absolument tout. Tous les secteurs, ça doit bouger à tous les niveaux. Aussi bien au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures. Nous sommes un pays qui a besoin d'être construit, qui doit être mis en chantier. C'est d'abord la première urgence et le gouvernement va être jugé sur, dans un premier temps, même si tout est prioritaire, sur la question sécuritaire. C'est l'élément fondamental. On va en reparler tout à l'heure. Sur lequel le gouvernement va être jugé. D'accord. Ça, c'est la première chose. Les autres secteurs suivent. Et ce qui s'annonce, vous l'avez cité tout de suite, il y a un rajout au poste des ministres délégués. Nous sommes à la veille de 2025, année électorale. On espère cette fois-ci que c'est la bonne année et qu'on ira aux élections et à toutes les élections pour pouvoir amorcer un nouveau départ. D'accord, on va parler des priorités au cours du débat ainsi que des défis. Madame Magasuba, vous êtes femme leader. Dans ce nouveau gouvernement, nous comptons 5 femmes contre 6 la fois dernière. On régresse à ce niveau. La loi 052 peine à se concrétiser. Quelle lecture vous faites de ce nouveau gouvernement? Est-ce que selon vous, il fallait plus de postes aux femmes? Oui, selon moi, il fallait plus de postes aux femmes.
Et surtout que depuis la venue de cette transition, j'ai vu que le président de la transition avait donné plus de priorité à la loi du genre, la loi 052. Donc je m'attendais plus à plus de femmes que de voir le taux baisser. Le nombre de femmes ministres, c'était 6 et maintenant c'est arrivé à 5. Mais ce qui me réjouit encore plus, c'est pas seulement le nombre de femmes, mais c'est le fait qu'on a parlé d'élections. On a parlé d'élections parce que quand on nomme un ministre délégué au poste de ministre chargé des élections, ça veut dire que nous devons nous préparer à des élections. Et les défis sont si énormes que moi, je ne vais pas seulement me limiter aux défis sécuritaires. Parce que je me dis que ce défi sécuritaire est lié à la cherté de la vie, c'est lié aux défis énergétiques. Donc, c'est On va parler des défis plus tard, mais il s'agit de nous dire votre avis sur l'ossature de ce nouveau gouvernement. Bon, l'ossature, je vois plus de technocrates. Moi, j'attends plus de ces technocrates-là, par exemple, que des partis politiques, parce que quand on vote un président, au niveau le président est élu pour le parti politique et agit en fonction de ces partis politiques. Mais là, nous voyons quelqu'un qui agit, des gens qui agissent pour tout un peuple. Donc, les défis sont tellement énormes que nous comptons beaucoup sur des changements à travers cette nouvelle équipe. Est-ce que, selon vous, le fait qu'on a moins de femmes, cela ne va pas jouer sur la capacité d'influence des femmes sur les décisions au plus haut sommet de l'État? Bon, je dirais pas, parce qu'il y a un ministère de la promotion de la femme qui doit jouer son rôle, qui travaille beaucoup avec les femmes. C'est suffisant à votre avis? Il y a le ministère aussi de l'action sociale, qui est une dame. Je me dis que c'est elles qui auront plus à faire afin d'inciter les femmes à se lier à l'avancement de ce nouveau gouvernement. D'accord. Nous allons toucher le fond un peu, même s'il n'y a pas eu de grands changements au sein de ce nouveau gouvernement. Mais cela, le nouveau Premier ministre est à la fois ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, 2 grands postes en un. Il l'avait testé un moment. Comment vous voyez sa mission? Difficile, c'est une grande première au Mali, si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, c'est une grande première. À part l'intérim. À part l'intérim, justement, à part l'intérim qu'il a assuré pendant 3 mois. Je pense que ce choix du président de la transition est quelque part sa façon d'affirmer sa confiance de façon très prononcée à l'actuel Premier ministre. Et quelque part aussi, je pense que ces choix, c'est une volonté peut-être du président de la transition, c'est des hypothèses, d'aller sur une certaine continuité, parce que le ministre de l'administration territoriale, ça fait quand même 3 ou 4 ans qu'il est ministre de l'administration territoriale et qu'il travaille activement sur tout ce qui est réforme, sur tout ce qui est processus de mise à niveau. Donc il a acquis une certaine expérience sur le sujet. Peut-être qu'il y a une volonté de ne pas casser la dynamique. Et c'est cette volonté de ne pas casser la dynamique qui conduit aujourd'hui le président à lui permettre de cumuler les 2 fonctions. Je pense que son cabinet, son secrétariat restera le même. Et c'est ce secrétariat général, ce cabinet, qui fera le gros du travail, qui lui rendra compte en tant que Premier ministre chargé de l'action gouvernementale. Docteur Keita, un réagissement, vous l'aviez dit tout à l'heure, au ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques. Et cette fois-ci, il y a une autre casquette qui s'ajoute à ce ministère. C'est le soutien au processus électoral. Cela peut avoir quel objectif à votre avis? C'est des messages qui sont lancés pour commencer par le cumul de postes du Premier ministre. C'était déjà un vice-premier ministre, ministre de l'administration. Il a été ensuite intérimaire au poste de la primature. Donc, il passe de ministre de l'administration territoriale, il devient aussi ministre de toute l'administration, de l'administration générale en tant que Premier ministre. Alors, mais l'enjeu fondamental, c'est les élections à venir. Parce que on a beau avoir l'âge, on a toutes les structures qu'il faut,
c'est l'administration territoriale qui est l'élément clé de l'organisation des élections au Mali. Il faut un capitaine du bateau. Il faut un capitaine. Effectivement, il ne peut pas à lui tout seul porter ces deux casquettes aisément. C'est pourquoi on lui a donné un ministère délégué, un ministre délégué qui va s'occuper aussi des questions électorales. Mais le Premier ministre, quand il était seulement ministre de l'administration territoriale, il a eu des acquis parce qu'il est parvenu à prendre langue avec les partis politiques. À un moment, ça a été très compliqué. Le dialogue politique était très compliqué. En tant que ministre de l'administration territoriale, donc c'est lui qui est le patron des partis politiques. Il se doit de les écouter. Je crois qu'il a une bonne audience auprès des partis politiques. Ça peut faciliter le reste des discussions, même si le moment des suspicions va venir, forcément. D'accord. Alors, Madame Marassouba, il n'y a pas de porte-parole pour ce gouvernement pour le moment. Un ministre ne s'en occupe pas pour le moment. Il est utile le porte-parole, à votre avis? Très utile, surtout pour un gouvernement qui a autant de défis. Vu que ce gouvernement est venu à un moment où le pays est vraiment fragilisé, où il y a une division totale au sein de la population. Donc, il faut vraiment un porte-parole du gouvernement qui puisse mieux porter la voix du gouvernement et surtout à travers cette communication parvenir à unir cette population si divisée. Donc ce poste est très très important selon moi. D'accord, il faut un porte-parole. Il faut un porte-parole selon moi. Et le cumul du poste du ministre de l'administration territoriale avec celui de la primature, comment vous voyez cela? Bon, je crois que c'est pas facile. Parce que quand on essaie de voir seulement le problème de carte biométrique, qui est beaucoup décrié surtout par les Maliens de l'extérieur, le problème des cartes NINA, s'il faut qu'il y ait ce cumul, je me dis que le Premier ministre a beaucoup à faire. Et j'espère qu'il saura vraiment relever ce défi. Il y a un ministère quand même délégué auprès de lui pour le soutien électoral. Oui, on suppose qu'il sera d'un appui. Bon, on l'espère. D'accord. Alors, la mission d'un gouvernement, c'est bien la continuité dans l'action, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la gestion continue des urgences et la réalisation de grands programmes pour le Mali. Les Maliens sont à l'attente. La question sécuritaire est une urgence comme celle éducative, la question santé et surtout le développement. Bref, toutes les questions sont prioritaires au Mali. Commençons par la sécurité. Tout va de là. Nous avons fait des pas. Des villes sont récupérées aujourd'hui comme acquis de l'armée. On parle de recrutement massif, d'acquisition, d'équipements, de combat, de renseignement, de formation continue avec nos hommes en tenue, des prouesses. La dynamique doit se poursuivre. Mais cela, 2 ministres s'occupent de la défense et de la sécurité. Si vous étiez un conseiller pour ces ministres, qu'est-ce que vous leur diriez? Avant de répondre à cette question, si vous me le permettiez, par rapport au porte-parole, très rapidement, je pense que c'est extrêmement important le poste de porte-parole dans un gouvernement. Et l'actuel Premier ministre s'est même fait une certaine presse et un certain sobriquet grâce à cette position de porte-parole-là, où à chaque sortie, il a donné une touche particulière à ses sorties. C'est aussi un enjeu de communication. Donc, il faudrait en tout cas quelqu'un qui puisse imprégner son style à ce porte-parole-là, c'est extrêmement important. Et s'imposer. Et s'imposer, justement. Et s'imposer au même titre que je répète. D'accord, ok. Maintenant, on va progresser. Il faut répondre à ma question. Pour répondre à la question, si j'étais conseiller du ministre en charge de la sécurité ou du ministre en charge de la défense, je dirais tout simplement d'aller plus en profondeur avec tout ce qui est processus de réforme qui est en cours. Depuis une dizaine d'années, on a un certain nombre de réformes qui ont été amorcées, qui commencent à produire des résultats. Il y a eu une loi de programmation à la fois au niveau militaire et au niveau du secteur de la sécurité intérieure sur des périodes triennales souvent. Il y a eu ce qui a été appelé la réforme du secteur de la sécurité qui est en cours, qui prône qui donne une dimension humaine à la sécurité, qui nous fait sortir la sécurité
classique, c'est-à-dire la protection, ou si vous voulez la sécurisation des institutions, etc., et qui promet une sécurité qui est axée sur les quotidiens du citoyen, c'est-à-dire donner la possibilité aux citoyens de se soigner, d'aller à l'école, de se déplacer sans être inquiétés. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de continuer de plus belle avec ces réformes. Il y a des résultats, des acquis qui sont là. Il reste encore énormément de défis à relever. Le Mali, c'est quand même plus d'1 million de kilomètres carrés. Et le plus grand défi, c'est l'immensité du territoire qui fait qu'il n'y a pas d'adéquation entre les capacités de l'État à couvrir, on va dire, tous les territoires en termes de présence humaine. Pour un territoire aussi vaste, c'est extrêmement difficile. J'ai l'habitude de dire que dans les contextes maliens, même l'armée des États-Unis va avoir énormément de difficultés parce qu'en plus de l'immensité, il y a les conditions climatiques qui font que la sécurisation est très compliquée. Donc, c'est pour dire que tous ces paramètres doivent être conjugués. Et l'élément central, c'est de recoudre la confiance qui s'est effritée entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Il y a un travail qui s'est fait, qui commence à prendre. Le premier facteur, on va dire, de sécurisation, c'est l'information, c'est les renseignements. Et seules les populations peuvent donner des informations utiles afin d'aller vers une politique de sécurisation. Elles sont très utiles pour cela. Exactement, absolument. D'accord. Alors, Dr Keita, qu'est-ce qu'il faut pour le secteur de la sécurité, à votre avis, au Mali? Il faut un travail de fond, véritablement. Le tout militaire ne paye pas et n'a jamais payé dans aucun pays. C'est vrai que c'est essentiel, l'action militaire. La présence du militaire est fondamentale. Mais après, il y a tout un travail derrière. Recoudre, oui, le tissu social est fondamental. Il y a des endroits au Mali, ils n'ont jamais vu de militaires maliens avant la crise. Jamais, jamais. Ils n'en ont pas eu besoin. Parce que le tissu social n'était pas en lambeaux comme aujourd'hui. Vous partez au centre, moi je suis né à Mopti. Vous partez au centre, chaque fois que j'entends conflit intercommunautaire, ça me pose problème. Normalement, ça ne doit pas exister. Donc, ça, ce n'est pas un travail qu'on accomplit exclusivement avec les armes. C'est un travail de terrain. Il faut identifier des légitimités capables d'aller là où le militaire ne peut pas aller, capables d'aller là où le politique ne peut pas aller, pour poser les problèmes de fond. Jouer avec la plume et réconciliation. Fondamental, absolument. Réconciliation, prévention là où c'est possible, gestion là où la crise est déjà là. Et réconcilier les cœurs, réconcilier les esprits. C'est fondamental dans le secteur de la sécurité. Comme je l'ai dit, il y a l'action militaire qui compte. Mais le tout militaire ne paye pas. Il n'a jamais payé. D'accord. Alors, Madame Makasouba, qu'est-ce qu'il faut pour la lutte contre l'insécurité et le terrorisme aujourd'hui? Moi, selon moi, la première des choses, c'est d'impliquer encore plus le ministère des cultes et de la religion. Maintenant, d'impliquer encore plus le ministère de l'action sociale. Parce que je me dis, et surtout le ministère de la culture. Parce que nous avons des valeurs ancestrales qui faisaient que les militaires n'avaient pas besoin de se rendre partout. Et surtout dans une superficie d'1 241 000, c'est pas facile. Mais il arrivait que on avait cette tradition en nous qui nous permettait de résoudre certains conflits. Et je me dis, pourquoi ne pas valoriser ces traditions culturelles que nous avons? Et pourquoi ne pas, il ne s'agit pas seulement d'informer. On a beau informer, les militaires ne pourront pas être partout. Mais si nous-mêmes nous devenons des acteurs principaux, des réconciliateurs, si nous-mêmes nous nous accentuons sur nos valeurs culturelles pour essayer d'éteindre certains feux entre certaines communautés, je me dis que ça va beaucoup aider l'armée qui est de donner le tout
et qu'on informe toujours l'armée. On a beau informer l'armée ne peut pas être partout au même moment. Donc il faut que, moi je proposerais qu'il n'y ait pas seulement, qu'on ne passe pas seulement l'information, mais que nous soyons des gardiens de paix. Que nous jouons le rôle de sentinelle. Merci. D'accord, ok. Alors, l'un des secteurs aussi les plus urgents aujourd'hui est celui de l'énergie. L'État est à pied d'œuvre pour rechercher une solution durable aux problèmes énergétiques. Des engagements avec différents partenaires sont faits. Le Mali met au cœur de sa politique énergétique le solaire avec des centrales en vue. Docteur Keita, à quoi doit s'atteler le nouveau ministre de l'énergie, à votre avis? Le secteur de l'énergie au Mali, c'est d'abord un problème d'argent, fondamentalement. Parce qu'il y a eu un problème de gestion pendant plusieurs décennies. Et c'est aujourd'hui que les conséquences sont révélées au grand public. Il faut chercher des investissements, des investisseurs, et parvenir à les convaincre. On a commencé avec les solaires, c'est de l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie durable. Parce que le Mali, c'était comme beaucoup de nos voisins, c'était d'abord concentré sur des énergies fossiles. Alors qu'on sait qu'on ne les produit pas, on ne maîtrise pas leurs coûts. C'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus rare. Alors que le soleil, nous en avons à revendre. Ouais. Donc c'est déjà une bonne option. Il y a de l'énergie hydroélectrique, nos barrages qui produisent, mais c'est le secteur même qui doit se mettre au pas, le secteur de l'énergie, parce que entre la production, le transport, la commercialisation, la distribution, nous perdons énormément. Et là, les cadres de l'énergie l'ont dit. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a même pas le choix d'aller vers du renouvelable. C'est fondamental. Et cette crise a révélé un aspect aux Maliens. Nous sommes devenus de plus en plus résilients. Ça nous a poussé, chacun de nous, à chercher des solutions alternatives pour une consommation domestique. Et je crois que ça va continuer à se perdurer. Moi, je ne me fais pas d'illusions sur les productions solaires dans un avenir très proche. Non, je crois que ça va prendre le temps que ça va prendre. Fondamentalement, au risque de me répéter, le problème de l'énergie, c'est d'abord un problème d'argent. D'accord. Madame Makasouba, il faut quelles réformes au secteur énergétique? Selon moi, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons des stratégies que l'on puisse mettre en place pour avoir cet argent. On a des opérateurs économiques qui ont ces expériences-là, plus de 30 ans d'expérience. Moi, je me dis que c'est une occasion de faire appel à ces opérateurs économiques qui nous proposent des projets. Pourquoi ne pas laisser un opérateur économique venir proposer un projet et essayer de travailler avec cet opérateur? Parce que l'État a toujours travaillé avec des opérateurs économiques. L'État peut ne pas avoir l'argent sur le champ, mais en travaillant avec ces opérateurs, c'est sûr qu'ils peuvent avoir de l'argent et mettre un système en place, des stratégies en place qui puissent vraiment nous permettre d'avoir de l'électricité à temps. Parce que les problèmes sont liés. Il faut vraiment de l'électricité. On ne peut pas être dans certains... Quand je voyais certains malades se plaindre à l'hôpital du Point-G dû à la coupure d'électricité, je me dis que c'est une nécessité, vraiment une nécessité. Et lorsque je vois certains commerçants qui ne vivent que des produits de l'électricité, je me dis que c'est une nécessité parce que les priorités sont énormes, mais ces priorités dépendent les unes des autres. Et voilà. Qu'est-ce que les opérateurs économiques peuvent apporter à cela, à votre avis? Vous pensez qu'ils peuvent être utiles? Je le pense. Le Mali a toujours eu à travailler avec des opérateurs économiques, que ce soit dans le cadre des hydrocarbures, que ce soit dans le cadre de d'autres domaines. Donc pourquoi ne pas essayer donc, aussi aller avec nos propres ressources naturelles financées par des opérateurs économiques. Je comprends mieux maintenant. D'accord. Alors, monsieur, le Mali doit apporter quelle politique aujourd'hui pour une solution durable à cette question énergétique? Les questions en lien avec tout ce qui est énergie, hydrocarbures, mines, sont des questions que j'affectionne particulièrement. Je travaille beaucoup sur ces questions. Je pense qu'il faut changer de modèle de paradigme.
le problème du secteur énergétique aujourd'hui se situe à deux niveaux. Le modèle n'est pas bon et il y a énormément de dysfonctionnements. Le modèle n'est pas bon, pourquoi? Quand vous avez une société qui est censée faire du profit, vendre sa production à perte, ça pose problème. Et de l'autre côté, vous avez un État depuis plusieurs années qui s'était engagé à subventionner la partie qui constituait la perte et qui ne l'a pratiquement jamais fait. Donc à partir de là, le modèle ne peut pas prendre. Quand pour la même société qui a moins d'1 million de clients, c'est-à-dire vous avez l'EDM aujourd'hui à moins d'1 million de compteurs sur son support, et que cette même société n'arrive pas à fournir de l'électricité convenablement, ça sous-entend que le modèle n'est pas bon, il y a des dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements sont aussi tributaires de l'instabilité décisionnelle de l'organe, en fait. Quand vous avez une structure comme EDM qui a connu 12 directeurs en 10 ans, vous vous posez des questions sur la vision. Donc, pour dire que le nouveau ministre, qui est conseiller depuis 2016 à la présidence, qui connaît bien le dossier EDM, doit déjà amorcer, on va dire, des démarches pour changer de modèle, de paradigme, afin de permettre, dans un premier temps, à l'État, qui est le plus gros débiteur d'EDM, l'État doit plus de 90 milliards à EDM, de solder une partie de cette dette et éventuellement de permettre d'aller vers des solutions plus concrètes et de ne plus être dans les effets d'annonce comme ça a été le cas ces dernières années. On doit sortir des effets d'annonce, on doit aller sur des propositions concrètes et c'est extrêmement important. D'accord. Parlons éducation à présent. Le système éducatif malien a connu quelques réformes, du moins dans l'organisation des examens, dans la proclamation des résultats. Les États généraux de l'éducation ont recommandé de réformer carrément le système éducatif. Docteur Keita, vous êtes enseignant-chercheur. L'éducation est cruciale. Qu'est-ce qu'il faut de plus à ce niveau pour que l'école soit carrément réformée? Nous sommes tout de suite là parler de modèle pour l'énergie, c'est exactement la même problématique. Aujourd'hui, pourquoi va-t-on à l'école aujourd'hui? Ça doit être ça la question. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Pour être quoi? C'est cela les questions. Quand vous avez un enfant qui entre à l'école, arrivé jusqu'en 12e année, il n'apprend que la langue, en gros. S'il sort, il quitte l'école à partir de la terminale, il n'aura rien appris. À part la langue. Arrivé au lycée, construire un lycée est beaucoup plus commode pour l'État. Parce que c'est 4 murs, un tableau et des bancs. Donc il n'y a pas beaucoup d'investissement. Ce qu'on aurait dû faire, et c'est dans toutes les recommandations depuis, je crois, 1994, dans toutes les recommandations, allons-y vers la construction des écoles techniques professionnelles, où un enfant entre à l'école, il apprend un métier, il apprend à être entrepreneur, il ne court pas derrière la fonction publique. Que nous, notre école, depuis l'époque coloniale, n'a pas changé de vision. L'école constitue un levier, un vivier pour l'État chercher des administrateurs. Donc, ça, c'est le premier problème, de façon générale. Mais si nous partons du côté de l'université... Docteur Keita, si on se met à énumérer les problèmes, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Il faut qu'on aille directement aux solutions. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme réforme pour le secteur éducatif malien? Les premières propositions, il y en a énormément. C'est énuméré dans quelques-unes. C'est énuméré dans le rapport. Il y a le recrutement des enseignants, formation, recrutement. Il y a la révision des programmes pour qu'on sache, pour pouvoir répondre à la première question que j'ai posée, pourquoi va-t-on à l'école? Pour être quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Revoir les programmes fondamentalement pour que l'enfant malien qui va à l'école à la sortie puisse se reconnaître dans ce qu'il a appris. Ça, c'est fondamental. Madame parlait des valeurs et c'est là que ça doit s'apprendre. Vous savez, nous avons un ministère, j'ai écrit une lettre qui doit arriver au ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. La construction citoyenne, normalement, c'est une affaire de l'école.
Il s'agit de construire, on construit dans la tête des enfants à devenir des citoyens de demain pour qu'on ne puisse plus parler de problèmes de sécurité et de violence. C'est là que ça doit revenir au département de l'enseignement, de l'éducation. Parce que c'est là que ça s'apprend, la citoyenneté. Bien sûr. Donc, que dans le programme, l'enfant malien puisse se reconnaître dans le programme. Toi, parent à qui l'enfant récite les leçons, que tu puisses te reconnaître dans ce que l'enfant apprend. Et progressivement, c'est comme cela que les citoyens de demain est construit. Quand on arrive au niveau du secondaire, il est temps qu'on sorte du tout lycée. Vous vous promenez à Bamako, ce qui marche le plus, c'est les lycées privés. Comme je l'ai dit, c'est facile à construire. Tout à l'heure. Donc, que le gouvernement décide d'aller, parce que nous, notre gouvernement n'est pas capable de recruter suffisamment. Dans aucun secteur, peut-être à part l'armée et les enseignants. Encore que. Donc, il faut construire des établissements techniques et professionnels capables de former des jeunes qui peuvent devenir eux-mêmes entrepreneurs. Donc, ça décharge l'État et ça crée de l'emploi. De l'emploi, oui. Ça crée de l'emploi, ça génère de la richesse. On ne va même pas parler de l'université parce que ça, c'est un autre domaine. Comme là, on ne parle pas de problème. Déjà, on les parle de réformes solutions. que vous citez. On parle de solutions. Voilà, on est dans les solutions plutôt. On est dans les solutions. C'est la même chose avec nos universités. Nos universités sont dans un classicisme mais qui frise l'incompréhension. Comment on va se retrouver avec 3000 étudiants en première année droit, 1000 étudiants en première année sociologie. Il faut créer des conditions pour décongestionner les universités. Non, pas décongestionner seulement, réorienter. Est-ce qu'on a besoin de former 3000 étudiants en droit en première année? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 2000 étudiants en sociologie en première année? Je crois que les priorités sont ailleurs. Nous avons besoin de bras, de têtes, de cerveaux ailleurs. Donc formons ce que nous pouvons absorber, ce que nous pouvons utiliser, ce que nous pouvons consommer. Et réorienter vers des filières porteuses. Vers des filières pratiques, j'ai envie de dire. D'accord. Ok. Donc, on va progresser au niveau de l'éducation. Monsieur là, une réforme en cours prévoit une éducation basée sur nos valeurs sociétales. Retour à nos valeurs sociétales. En quoi ce retour peut être bénéfique pour nous? Bon, déjà, par rapport aux valeurs, Keita l'a dit, dans ce pays, je vais reformuler, on s'est tellement habitué à l'inhabituel que l'habituel devient inhabituel. Et le premier capital développement d'un pays, c'est les ressources humaines. On a placé les valeurs autour de ces ressources humaines, c'est une excellente chose. Mais il n'y a pas que nos valeurs, je vais faire un pléonasme ici, qui sont positives. Il y a des valeurs positives à prendre ailleurs. C'est la conjugaison de toutes ces valeurs qui permet d'aller vers, en tout cas, quelque chose qui sert le pays. Et ce qui arrive au secteur éducatif, comme à tous les secteurs au Mali, c'est tributaire, on va dire, du fait que dans notre pays, on ne pense pas à l'avenir, on ne fait pas de prospective, on ne se projette pas. Nous avons eu tellement de forats dans ce pays sur les mêmes questions depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui avec à peu près les mêmes conclusions, mais à chaque fois, on n'arrive pas à les mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision jusque-là qui puisse prendre ou qui a pris. Et c'est extrêmement important que les premiers responsables dégagent une vision d'ensemble, nous disent les priorités ou les besoins du Mali. C'est de la prospective. Nous, on les fait. Je suis au-delà de l'université, je suis dans un cadre où on fait des recherches, actions sur tout ce qui est enjeu de développement. C'est quelque chose de très simple. Et à ce niveau aussi, il est important que l'État revoie les budgets annuels dédiés à la recherche et puisse permettre la création des cadres qui pensent le Mali de demain. Et à partir des recommandations qui sortent de ces cadres-là, qu'on puisse quantifier en tout cas les priorités du Mali dans 5 ans, dans 10 ans, et qu'on définisse une politique éducative qui va dans ce sens et qui permette d'être plus dans l'anticipation que dans la recherche de solutions aux problèmes quand les problèmes surgissent. Et je pense que le fait de mettre les valeurs au centre, c'est une très bonne chose, mais encore faudrait-il qu'on puisse avoir des indicateurs qui nous permettent de définir une politique qui nous permettra d'avoir des lendemains meilleurs
pour le Mali de façon globale. Bref, c'est beau de faire des textes, mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer. D'accord. Alors, Madame Magasuba, docteur Keita l'a dit, il faut redorer l'image de l'école publique. On est tous passés par là, mais aujourd'hui, tout le monde va vers le privé. Et qu'est-ce qu'il faut, à votre avis? Qu'est-ce que l'État doit faire à ce niveau pour que l'image de l'école publique soit redorée? Il faudrait que l'État puisse vraiment donner plus de moyens à l'école publique. Parce que moi, j'ai vu les écoles privées qui vivent de l'État. Quand on essaie de voir, beaucoup d'écoles privées sont créées. Mais vous verrez que même les salaires des enseignants dépendent de ce que l'État donne à ces écoles privées. Alors moi, je me dis, pourquoi ne pas essayer de mettre plus de moyens dans la formation de ces écoles publiques, plus de moyens pour que ces écoles publiques ne se limitent pas seulement, comme il l'a si bien dit, à faire 12 ans en train d'apprendre la langue, mais à se former. J'ai même vu une école sur le RTM que j'ai beaucoup appréciée, une école qui est assez bonne. J'ai vu des enfants de 12 ans, 11 ans qui parvenaient déjà à faire des panneaux solaires. C'est merveilleux. Et nous en avons besoin aujourd'hui au Mali. Des écoles professionnelles. Des écoles professionnelles de ce genre. Des enfants de rien du tout. Des petits de 10 ans, 11 ans. Quand j'ai vu l'émission, dès à bas âge. Et ça leur donne même l'amour du métier. Et je prends l'exemple aussi, quand on parle de retour à la souche, j'aime beaucoup cela, parce que nous avons des valeurs que nous, à force d'imiter les autres, à force de prendre exemple sur les autres, que nous avons eu tendance à minimiser ces valeurs. Quand nous parlons de la charte de Kouroukanfouka, tout le monde sait que la démocratie a commencé par là. Tout le monde sait cela. Nous n'avons pas besoin d'aller lire un livre venu des États-Unis pour le comprendre. Donc, retour aux sources, c'est très important. Ça permet à la population, aux enfants, aux jeunes d'aimer son pays, de se donner pour son pays, de se battre pour son pays. Et quand j'étais toute petite, je me rappelle que dans nos écoles, on nous obligeait à aller faire du jardinage. On nous obligeait à le faire. Ça a son intérêt. Ça a son intérêt. Et quand nous grandissons avec cet intérêt, ça devient une passion. Et cette passion peut nous inciter à faire même des champs pour Kapa. Tout ça, ça rentre dans le développement du pays. Et quand on essaie de voir nos histoires même, à travers les histoires de Tombouctou, quand on parle de Tombouctou, on parle d'une dame, Bouktou. Quand on parle de Sikasso, les Tchèbas de Sikasso, il y a toujours les dames qui ont joué leur rôle. Mais pour que ces dames puissent savoir qu'elles ont des rôles à jouer, il faudrait qu'on puisse faire ce retour à la souche, les réveiller avec ces histoires-là, réveiller leur conscience pour qu'elles puissent vraiment prendre le bâton du sentinelle pour aider leur pays. C'est vrai qu'on reproche aujourd'hui à l'école d'aller vers les continents qui sont très loin de nous. On apprend mieux l'histoire de l'Amérique que l'histoire du Mali. Il faut le voir, nos intellectuels ont tendance à plus parler des proverbes de ces pays-là, alors que quand on essaie, nous sommes tellement riches culturellement, nous sommes tellement riches socialement qu'il serait mieux que nous puissions essayer de puiser chez nous. Nous valoriser. Nous valoriser. Et là, les autres nous valoriseront. Tout à fait. Alors, parlons de réforme politique et institutionnelle. La refondation est le deuxième axe du programme d'action gouvernementale de transition. À ce niveau, on note une nouvelle constitution, un programme national d'éducation aux valeurs et plusieurs autres réformes, bien sûr. La refondation est amorcée. Dr Keita, un nouveau chef de file à ce niveau aussi. La refondation repose sur quoi, à votre avis? La refondation en marche, peut-être les premiers jalons qui ont été posés de façon pratique, puisqu'il y a un ministère qui est dédié à la refondation, c'est d'abord la nécessité de comprendre que notre constitution a connu des limites. Elle a besoin de lifting, elle a besoin de changements, et ce changement s'est opéré l'année dernière. Nous avons une nouvelle constitution. Nous avons, mais de mon point de vue, nous ne sommes pas allés au fond des réformes dont le Mali a besoin. Parce qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau, à votre avis? Vous voyez, nous sommes à peu près 24 millions d'habitants
25 millions d'habitants, nous tournons dans ce registre-là. Et nous avons plus de 300 partis politiques. C'est-à-dire, si on doit caricaturer, nous avons plus de 300 projets de société, ce qui interroge sur la vie des partis politiques. Elle a parlé des écoles privées. Les écoles privées sont dans le même registre que les partis politiques, effectivement. C'est des entreprises. Ce qui fait que je fais partie de ceux qui estiment qu'on doit arrêter le financement des partis politiques systématiquement. Mais ça, c'était notre débat. Donc, la Constitution, c'est déjà un acquis. Peut-être pour que l'on puisse mettre en marche véritablement la refondation. Parce que les Maliens ont quand même reproché un certain nombre de choses au régime passé. Ce sont ces pratiques-là qui devaient être bannies dans le Mali courant. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et dans la nouvelle architecture, peut-être l'élément fondamental pour la mise en marche du Mali courant, ça passe par l'élection présidentielle. Une fois qu'on aura un président élu qui aura les mains libres pour mettre en place les hommes qu'il faut pour gouverner ces institutions, on aura amorcé un bon début. D'accord. Alors, Madame Magastouba, quelles sont les clés pour ouvrir les portes du Mali courant, à votre avis? La première des clés, c'est l'union. L'union sacrée autour du Mali. Et je me dis que cette union doit commencer d'abord par nos dirigeants, tendre la main aux autres. Et la seconde, c'est de ne pas essayer de prendre parti. Il faut que nous nous battons pour le Mali, mais pas pour un individu. Seul le Mali compte. Les hommes passent, mais le Mali reste. Alors, comment sauver ce Mali lorsque nous ne nous donnons pas la main? Donc, moi, je crois que c'est les deux clés fondamentales, l'union et surtout se battre pour le Mali et non pour un individu. Car les hommes passent, mais le Mali reste. Les réformes dans la gouvernance visent la lutte contre la corruption, l'impunité. Le Mali a besoin de quel type de gouvernance, à votre avis, aujourd'hui? Une gouvernance véritablement axée sur la redevabilité, c'est extrêmement important. Les gouvernants, je le dis, je le répète tout le temps, ne sont ni plus ni moins que des personnes que le peuple a mandatées pour mener une mission bien déterminée. Donc, partant de là, il doit y avoir reddition des comptes sur la gestion ou sur la mission confiée par le peuple. Donc c'est extrêmement important qu'on se dirige vers une gouvernance transparente, vers une gouvernance redevable et que la justice soit une justice pour tout le monde. Que lorsque une personne transgresse les textes, que cette personne, que la loi dans toute sa rigueur s'applique à cette personne. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra aller vers de nouvelles bases. Il faut véritablement une vision dans ce sens et il faut véritablement un portage politique. Et j'ose espérer que le président de la transition, pour le reste de cette transition, va travailler à ce qu'on ait une gouvernance redevable et transparente. Nous terminons par les défis, beaucoup de défis à relever. Alors, Dr Keïta, je vais commencer par vous. C'est pratiquement un dernier tour de table. Et quel objectif doit se fixer le gouvernement Abdoulaye Maïga, à votre avis? C'est d'abord pouvoir répondre aux problèmes auxquels les Maliens sont confrontés. Peut-être qu'il n'aura pas le temps de régler l'essentiel des problèmes, mais qu'on ait au moins un bon début et qu'on puisse dire aujourd'hui ça va mieux que hier. Ça c'est le premier point. Et donc forcément, on va parler de sécurité, défis sécuritaires, on va parler des défis énergétiques. Ça, c'est pour moi les deux défis les plus fondamentaux à régler pour le gouvernement Abdoulaye Maïga, général Abdoulaye Maïga. D'accord. Alors, monsieur là, qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement? J'attends que
ce gouvernement soit un gouvernement d'action, un gouvernement de réconciliation. Les Maliens aujourd'hui sont très divisés sur beaucoup de questions et c'est à justice, c'est normal que les gens ne voient pas les choses de la même manière quand il s'agit du destin commun. C'est extrêmement important et c'est ce qui permet même à l'action gouvernementale d'être plus efficace, plus efficiente lorsque la contradiction est là. Et il y a une constante qui est là, qu'il va falloir prendre en compte. Aujourd'hui, le monde est imbriqué et les ramifications et considérations géopolitiques contemporaines font que les populations, les peuples ont des exigences qui vont largement au-dessus des capacités des pays à apporter des réponses. Et ça, c'est à tous les niveaux, à tous les pays, mais c'est ce qui fait la différence entre les pays, c'est leur capacité à asseoir un certain nombre de stabilités sécuritaires, politiques et économique. Donc ce gouvernement doit véritablement dans un premier temps travailler à réconcilier les Maliens, à créer une union sacrée autour de l'essentiel et à créer une dynamique qui va être une leitmotiv pour nous sortir de ces crises, de ces cycles de crise et véritablement amorcer un Mali plus stable et un lendemain meilleur pour les Maliens. D'accord. Alors, Madame Magasouba, si vous aviez un message à adresser au nouveau gouvernement, ce serait lequel pour boucler ce débat? Le message que j'aurais à adresser au nouveau gouvernement, c'est de plus s'accentuer sur le dialogue. Une fois encore, le dialogue. Parce qu'ils ont une rude tâche, la tâche de voir un pays déjà fragilisé sur le plan sécuritaire, un pays fragilisé sur le plan aussi politique. Donc, il faudrait qu'ils puissent unir les Maliens avant les élections pour éviter tout conflit post-électoraux parce que nous sommes déjà fragilisés par l'attaque des terroristes. S'il faut encore ajouter d'autres problèmes, ça risque d'être énorme. Donc, ce que je leur demanderais, c'est le dialogue. Prioriser le dialogue entre Maliens et surtout parvenir à unir les Maliens autour du Mali avant les élections. C'est le plus important. Unir les Maliens, nous l'espérons bien. Merci d'être passé sur ce plateau pour éclairer nos lanternes par rapport à ce nouveau gouvernement. Question d'actualité s'arrête donc là pour ce numéro. Nous parlions du nouveau gouvernement dirigé par le général de division Abdoulaye Maïga, une équipe de 28 membres nommée ce jeudi 21 novembre 2024. Ce débat était centré donc sur les priorités et les défis de ce gouvernement et nos invités étaient Madame Nahan Mahatsouba, administratrice des arts et de la culture, femme leader et présidente du mouvement pour la cohésion sociale. Dr Souleymane Keita, spécialiste en philosophie politique, enseignant-chercheur à la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation, auteur de plusieurs ouvrages. Et M. Soumaïla Allah, il est universitaire, chercheur, coordinateur national de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Famoussa Magassa. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir. MAPA Production, avec le soutien du ministère des Maliens établis à l'extérieur.